Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et à l'heure où je lance l'enregistrement, je vois que le Real Madrid vient de reprendre l'avantage en finale de Coupe du Roi. Est-ce que c'est Rodrigo qui a marqué? Je sais pas, mais petit setup triple écran parce que la soirée a été extrêmement animée. Mais si on est réunis, c'est pour parler de la victoire du RC Lens contre l'Olympique de Marseille à Bollaert. Lens bat Marseille et prend la deuxième place de Ligue 1, devient le dauphin du Paris Saint-Germain, revient à 3 points du PSG avant le match de Paris demain du coup. Voilà, ça a été un match, un vrai sommet de Ligue 1 je trouve. On a beaucoup de prétendus sommets de Ligue 1 sur ces dernières semaines, mois. On a eu des Paris-Lyon que j'avais trouvé vraiment très pauvres. Paris-Marseille, Lyon-Marseille, le dernier qui n'était pas extraordinaire non plus. Bah, pour moi, ça, c'était le match qui peut-être était la meilleure illustration, la meilleure publicité de notre championnat. Une rencontre extrêmement intense, animée. Il y aurait pu avoir peut-être un peu plus d'occasions. Mais je pense qu'à la fois tactiquement et quelque part dans l'émotion, dans la tension, c'était plutôt un beau samedi soir de Ligue 1. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous qui avez vu le match. J'imagine qu'il y a pas mal de supporters marseillais déçus, de supporters lensois heureux. Il y a une grosse question d'arbitrage qu'on va mentionner, qu'on va évoquer. Mais peut-être pour les neutres aussi, dites-moi ce que vous en avez pensé. En tout cas, nous, on est parti comme d'habitude sur le petit résumé tactique. Je vais prendre quelques secondes pour sortir mon stylo jaune virtuel et pour parler d'abord du fait que, oui, l'Olympique de Marseille a très bien démarré la partie, j'ai trouvé, avec un bloc haut, agressif, la classique tout d'or. Lens, ils sont aussi capables de faire ce genre de choses, mais pour le coup, c'est surtout Marseille qui suffoquait avec de la pression en individuel sur le porteur, un bloc haut, dont Lens arrivait pas trop à se défaire sur sa phase de relance. Et ouais, j'ai trouvé les Marseillais vraiment bons là-dessus. Ça leur a permis de, sur au moins la première mi-temps, vraiment prendre le contrôle du match, sans doute jusqu'au premier but, et tellement prendre le contrôle qu'ils vont s'offrir le premier but qui sera refusé. Mais voilà, il y avait des situations comme ici où Onana, par exemple, est poussé à la faute, à un dégagement qui va, enfin une relance ratée, ça va filer en touche. Et typiquement, le premier but, il est provoqué ici grâce à la pression sur du jeu négatif de Facundo Medina vers Danso. Bah, Alexis Sanchez, il surgit physiquement, athlétiquement, fait une saison à très haut calibre. Et malgré sa sortie à la mi-temps, malheureusement, petit pépin du coup, peut-être musculaire, je sais pas, on verra. Je pense que ça a aussi pesé dans la balance de ce match. Bah, il réussit à gagner ce ballon sur Kevin Danso, élimine notre ami Brice Samba, plante le but du 1-0. Turpin, initialement, a dit non, il n'y a rien, j'ai pas vu de contact, il tombe tout seul. Il dit un truc de ce type. Je me suis fait un petit peu le liseur de lèvres sur le ralenti. Je regardais pas mal de séquences juste avant de faire cette vidéo. Et voilà, Alexis Sanchez dit qu'il plonge. Sur l'arbitrage vidéo, il est quand même appelé par l'arbitrage vidéo. Et on a monsieur Jérôme Brizard, ici au centre, qui lui dit il le touche pas. Deuxième fois, il le touche pas, regarde. On l'entend pas, mais si vous passez la séquence, on voit exactement sur ses lèvres, et on peut pas se tromper, il dit ça, il dit il le touche pas, regarde. Et du coup, je suppose que l'interprétation initiale de Clément Turpin, c'était qu'Alexis Sanchez avait touché le ballon. Brizard dit il ne touche pas le ballon, regarde. Et Turpin, je pense, pensait que c'était une intervention qui, du coup, avait pris le ballon. Et c'est vrai, effectivement, Alexis Sanchez ne tombe pas le ballon. Alors, mon avis perso, je pense que Danso, il tombe assez facilement. Je pense qu'il y a contact en bas, et c'est ça qui est problématique. Si c'est juste à l'épaule, en haut, pour moi, c'est moins un problème, mais je pense qu'il y a des équilibres en bas. Est-ce que c'est suffisant pour donner faute, en sachant que Danso, il s'était mis dans une posture très compliquée, si on rembobine un petit peu l'image. S'était mis dans une posture très compliquée en attendant le dernier moment pour se tourner. La pression d'Alexis Sanchez, alors que je vois un petit débordement de Vinicius, entre en retrait. Non, ça reste à 2-1. Ouais, voilà, Danso, il s'était mis dans une posture compliquée. Et c'est un peu limite. Je crois que quelque chose aussi qui a contribué à la décision initiale de Clément Turpin et peut-être aussi à faire de cette situation une vraie polémique, c'est le fait que Danso il continue à jouer le ballon après être tombé. Donc peut-être que dans son esprit, quelque part, la faute elle n'est pas suffisamment flagrante. Généralement, c'est pas un bon signe pour le défenseur quand il continue à jouer un ballon après être tombé. C'est qu'il estime que le contact, voilà, c'est pas certain que ça fasse faute, etc. Et il le joue une première fois,
fois, même une deuxième en se relevant. Il tombe pas, par exemple, les mains sur le ballon, etc., en manifestant beaucoup de confiance. Je crois que c'est ça qui fait que Turpin, il laisse jouer initialement. Mais en même temps, je dois dire, je peux voir aussi le côté lensois de cette équation. C'est que c'est vrai, Alexis Sanchez, la réalité, il prend pas le ballon. Il fait une poussette en haut, en bas surtout, contact avec le défenseur, il le déséquilibre un peu et surtout il touche pas le ballon. Gagner un ballon sans le toucher, c'est vrai que généralement, moi je veux dire cette situation quand Turpin il laisse jouer, c'est un peu surprenant quand même de base parce que pour moi dans 90% des cas, en général, et peut-être a fortiori en Ligue 1, c'est plutôt l'avantage et la priorité qui est donnée aux défenseurs. Ça, c'est, je pense, assez factuel. Souvent, on donne plutôt la priorité aux défenseurs. Mais ouais, franchement, c'est une situation trop difficile à trancher pour que là je puisse dire de manière claire et nette, c'était ça, c'était ça. Je peux pas dire comme certains disent, c'est 100% faute. Et je peux pas dire comme certains disent, c'est un scandale absolu qu'on soit revenu sur la décision. Franchement, c'est vraiment une question d'interprétation. Et c'est vrai qu'Alexis Sanchez ne touche pas le ballon. Mais voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé. C'est sûr que c'est une décision qui va faire beaucoup parler. Parce qu'évidemment, elle a un impact énorme sur la suite du match. Derrière, Lens réagit, je trouve, en se procurant les meilleures occasions, je sais pas, mais de facto en touchant le poteau avec cette frappe de l'extérieur de la surface de Seko Fofana qui a vraiment un marteau à la place du pied et une technique de frappe si particulière, un peu, on va le revoir tout à l'heure, mais il frappe presque un peu avec entre coups de pied mais aussi un peu talon, surtout sur la seconde, enfin vous allez voir c'est un vrai marteau, mais je trouvais que l'OM était pas mal, notamment dans le duel athlétique, la réponse physique, souvent du 2 contre 1, et Lens physiquement, c'est des sacrés clients. Bah, je trouvais que Marseille répondait vraiment présent, toujours proche du porteur, puis avec des ballons gagnés dans les pieds d'un Seko Fofana par exemple, ce qui est loin d'être évident. On voyait des situations comme ici où le bloc haut marseillais poussait Lens à des sorties ratées. Seko Fofana, il est obligé, boum, d'allonger, hop, de l'autre côté, et il n'y a rien, donc il y a récupération marseillaise haute. Voilà, ça c'est des trucs qu'on a vus à de multiples reprises, et je dirais, mon analyse un petit peu au bout de 35 minutes, un peu quand Angelo Fulgini a réussi cette série de dribbles, c'est que je trouve que collectivement, Marseille est supérieur dans son approche un peu structurelle. Si le match il se passe la plupart du temps dans la moitié de surface, dans la moitié de terrain de Lens, c'est pas pour rien. Je trouvais que l'organisation était meilleure pour Marseille et que Lens avait du mal à appliquer ses principes, ses préceptes, leurs préceptes à eux. Mais par contre, Lens avait plus de moments de lumière individuelle. Et encore une fois, vous me direz ce que vous en pensez, mais en vrai, même au coup d'envoi, même avant qu'on connaisse le résultat, etc., quand je regarde les deux 11, je trouve pas vraiment que Lens ait un moins bon 11 que Marseille, juste sur les individualités. En vrai, je trouve que le meilleur joueur du match, il est à Lens, c'est Seko Fofana, mais même au-delà du match, je trouve le meilleur joueur de football sur le terrain, c'est celui de Lens, c'est Seko Fofana. Je trouvais que Angelo Fulgini, par exemple, cette percée, hop, un dribble, un deuxième, c'est des moments d'accélération et de lumière individuelle que Marseille a peu eu, voire pas eu de tout le match. Et je dirais aussi que Loïs Openda, il a eu des moments où il menaçait tellement individuellement. Et c'est ça, peut-être Marseille a manqué de cette qualité individuelle pour sublimer sa supériorité un peu structurelle. Et c'était mon petit point. Même je trouvais que c'est... Non, c'est Fulgini encore une fois ici qui tape bien son corner. C'est ça qui amène au but de l'ouverture du score. C'est dévié de la tête, ça revient, encore un second centre, et avec cette avalanche de centres, corner et puis le second là, il me semble, de Daver Machado, Marseille est un petit peu acculé dans sa surface de réparation, avec tout le monde dans la boîte, ce qui fait qu'au moment où ça ressort et où ça revient sur Seko Fofana, il n'y a personne qui est véritablement là pour contrer. J'ai quand même envie de souligner je pense que Pau Lopez, il est un peu trop facilement battu. Après, la frappe, elle est magnifique et il va mettre tellement d'effets, j'abuse un peu, mais il l'enroule tellement qu'elle sort du cadre pour rentrer, donc elle n'est pas facile à sortir. Mais quand on voit la position de Pau Lopez, c'est pas forcément sur ce côté-là qu'on attend à le voir battu. Donc, après, il est masqué, mais je pense aussi qu'il saute au mauvais moment. Il fait son petit saut de reprise d'appui, là, genre sauter pour ensuite bondir. Il le fait alors que le ballon a déjà quitté le pied de Seko Fofana. Et je pense que il est un petit peu trop court, en plus un peu avancé aussi, donc c'est un peu difficile. Mais bref, super inspiration de Seko Fofana, qui ensuite fait un petit calma, genre on se tranquillise, un vrai leader. Ouais, la frappe,
elle est somptueuse, mais voilà, peut-être il y a un petit problème de gardien là-dessus. Après, voilà, c'est ce que je vous disais sur ce côté un peu frappé du talon. Je sais pas, il y a toute la surface de pied qui est mobilisée, mais avec tellement de puissance et surtout l'effet lifté, brossé à mort. J'ai rarement vu une frappe aussi enveloppée comme ça. Elle est vraiment, je sais pas quelle analogie sportive on peut faire, mais c'est quoi un sport où l'objet tourne autant là de cette manière? Euh, je sais pas. Peut-être un truc de golf, je sais pas, ça me rappelle peut-être un jeu de golf auquel je jouais quand j'étais petit. Mais bref, superbe frappe, inspiration. Et comme ce qu'on avait vu sur la frappe sur le poteau, voilà, c'est Fofana, il est capable de ces choses-là. Et encore une fois, je pense le meilleur joueur sur la pelouse ce soir. Marseille a plutôt menacé sur coup de pied arrêté. Je trouvais qu'il y a une vraie faiblesse de Lens là-dessus. Peut-être un truc à surveiller si ça va en Ligue des Champions. Et je vais en parler justement en fin de vidéo. Qu'est-ce que ça pourrait donner Lens en Ligue des Champions? Parce que je trouve que sur coup de pied arrêté, il y a un petit truc. C'était déjà le cas en première période sur une tête de Balerdi qui est un peu seul au point de pénalty et qui doit mieux faire, même plus proche que le point de pénalty, mais dans l'axe, qui doit mieux faire. Et là, sur ce coup franc tapé, il me semble, par Cengiz Under, c'est repris de la tête au second poteau. Heureusement pour Lens, je crois que c'est Alexis Sanchez qui glisse un peu ici, et ça ressort sur Jordan Verretou qui va allumer, qui lui aussi a une bonne frappe, belle frappe, et je crois que c'est Seko Fofana qui est un peu en retard là, mais Brice Samba il va sortir une parade. Les moments de lumière individuelle, on a parlé d'Angelo Fulgini, on a parlé de Seko Fofana, on va parler de Loïs Openda très vite, et un peu de Florian Sotoka, bah le moment de lumière individuelle, il est là aussi. Ça, c'est peut-être le tournant du match, plus que n'importe quel autre. Cette parade de Brice Samba. Et typiquement, il y a un vrai parallèle à faire, alors qu'on le voit célébrer derrière. Magnifique image. Je trouve qu'il y a un vrai parallèle à faire avec celle, tout à l'heure, de notre ami Paul Lopez, qui est un petit peu court et sa reprise d'appui pas au bon moment. Là, on voit, il est gêné, il est masqué. On le voit en train d'essayer de suivre la trajectoire du ballon alors qu'il y a un tel amas là devant lui. C'est vraiment pas évident de lire cette trajectoire. Et pourtant, ses appuis vont être excellents. Il va descendre au sol très vite. Pour Paul Lopez, c'était dur parce que je trouve qu'il monte avec cette impulsion. Et ensuite, il doit plonger alors que Brice Samba, il fait un arrêt vraiment très... je sais pas... très fixe, quoi. Simplement, il tombe, mais il tombe très vite sur sa gauche et la main, elle est ferme. Magnifique parade, une des plus belles de la saison, franchement, et peut-être une des plus importantes de la saison en Ligue 1, qui permet à Lens donc de rentrer au vestiaire avec le but de l'ouverture du score et se met en bonne posture. Ils doivent gagner ce match pour passer second, donc c'était très important. Marseille pouvait vraiment se satisfaire d'un nul. Derrière, j'ai trouvé que techniquement, il y avait de vraies lacunes. Voilà, quand on parlait des moments d'illumination individuelle de Lens, Marseille, à l'image de Ruslan Malinovski qui a été en grande difficulté, voilà, sur cette touche, Nuno Tavares, Malinovski, hop, la touche, il la remet directement en touche. Simplement une passe facile, ratée. Il y a eu des petits moments comme ça où cette équipe manquait de qualité simplement, de justesse. Alors que Lens, et ça c'est l'action qui va amener le second but, Lens se trouve de mieux en mieux dans ce match et a des armes pour faire face à la pression marseillaise. Il y a une séquence que j'ai pas inclus, c'est Florian Sotoka, je crois que c'est en première période, son jeu de tête de déviation, on le sait, c'est une vraie arme pour échapper à la pression, mais là aussi, c'est lui qui balance pour le coup, dans la profondeur pour Loïs Openda. Loïs Openda, la profondeur, sa capacité à prendre la profondeur, c'est aussi une arme pour sortir de la pression, et non seulement il a cette mobilité, cette vitesse, pour prendre la profondeur, mais aussi athlétiquement, je trouve qu'il résiste hyper bien aux impacts. Genre là, face à Balerdi, mais il le déménage. Balerdi, il tombe derrière. Et puis ensuite, ça revient sur Sotoka qui a bien suivi, qui était à l'initiative là sur l'ouverture, et qui se retrouve quelques secondes plus tard là sur le second ballon. Il va aller gagner cette touche sur Balerdi. Balerdi qui la met en touche, bonne intervention pour le coup, il s'est bien rattrapé. Mais derrière, c'est cette touche qui amène au second but. Voilà, le foot, ça se joue aussi sur une frappe de l'extérieur de la surface, une touche. On parle de ces équipes qui pratiquent un football extrêmement complet. La pression lensoise, sa qualité de sortie, relance, etc. Une équipe très fluide. Parfois, ça se joue aussi sur des choses comme ça. La touche de Frankowski pour notre ami ici, Florian Sotoka. Bon contrôle, hop, en une touche, deux touches, trois touches. C'est très bien joué, cette séquence, elle est vraiment belle. Et en plus, Frankowski résiste aussi super bien à Nuno Tavares. Il y a un vrai duel, malheureusement, j'ai pas mis la bonne capture là, mais un vrai duel à l'épaule. Il résiste bien et il réussit à sortir ce centre, à le dégainer, je trouve, pile
au bon moment, dans le bon espace. Il n'allait pas avoir beaucoup d'espace, mais il s'est ménagé juste le bon petit intervalle. Ça aussi, le foot, ces détails-là. Et son centre, il est très très bien travaillé, hein, au second poteau. Pour Loïs Openda, qui va aller la conclure ici. Vraiment, l'action, elle est sublime dans son ensemble. C'est vraiment une très très belle action, je trouve. Peut-être on peut souligner aussi le manque de concentration de cette défense marseillaise sur une touche. C'est dommage de prendre un but. Et Loïs Openda, il est un peu trop seul au second poteau. Peut-être que Paolo Lopez est un peu fautif aussi. Mais il reprend très très bien. Sa tête est magnifique. Il est encouragé derrière par Kevin Danso. Beaucoup d'énergie dans les célébrations lensoises, et notamment celle de Loïs Openda. Sa tête, elle est placée au second poteau, déposée. Elle n'est pas facile non plus à prendre parce que le centre, il est très brossé et il réussit pourtant à donner une direction différente au ballon et à un peu enlever cet effet brossé. Pas facile à mettre, mais la bonne zone de tête. Et derrière, Lens double son avantage. Ça a été un match qui a été marqué par de grosses séquences. Voilà, je trouvais que c'était une vraie bataille. Ça a donné aussi un peu d'intensité à ce match. Mais il y avait pas mal de moments chauds sur les bancs entre ces deux équipes. Bah voilà, c'est une bataille directe pour la place la plus importante du championnat, pour cette place qui est directement qualificative en Ligue des Champions. Et ça s'est senti sur les bancs, donc je trouvais que ça mettait de l'intensité supplémentaire. Bon, on voit ici Pablo Longoria, Javier Ribalta, c'est difficile pour eux parce que c'est toute une saison, tout le projet d'une saison qui se joue en bonne partie sur ce match. C'est pas encore fini totalement, mais ouais, on peut imaginer la détresse, surtout que Lens derrière a eu quelques belles opportunités pour attaquer le grand espace. Seko Fofana là sur Sotoka qui rate sa reprise, mais il y a eu plusieurs situations, notamment une de 3 contre 1 qui a été mal négociée, une de 2 contre 1 qui a été coupée par un Marseillais. Donc Seko Fofana, il n'a pas joué tous ces coups-là à fond. C'était peut-être un petit bémol de son match. Enfin, il ne les a pas tous bien exploités. Je pense qu'il les a joués à fond, c'est pas vraiment ça, mais juste il y a eu peut-être des mauvais choix techniques et des mauvais choix et des erreurs d'exécution technique qui ont fait que Lens n'a pas pu profiter et enfoncer véritablement le clou, malgré le fait qu'ils ont bien pris contrôle du match en seconde période. Et notamment, on les a vus cette fois dégainer leur phase de pression, leur moment de pression haute, alors que c'était un peu moins le cas en première. Donc Marseille a eu plus de difficultés à s'en sortir, plus de difficultés à toucher ses avants, Malinowski, Under, Vitinha qui est entré en seconde période pour Alexis Sanchez à la mi-temps, qui a été quasiment invisible et en plus techniquement assez mauvais, un peu comme son entrée contre Lyon dont on avait parlé il y a quelques semaines, où sur le but du 2-1, c'est heureusement que Alexis Sanchez rattrape son erreur contre Lyon à l'époque, parce que il se rate un petit peu sur sa prise de balle. Bah là c'est un peu la même chose, sur ce décalage d'Under qui a bien attaqué. Est-ce que c'était Under? Ouais, c'était Under. Mauvais contrôle, et derrière, bon, il n'a pas vraiment l'espace pour enchaîner, sa frappe passe au-dessus. J'ai trouvé que l'OM a manqué de justesse technique dans le dernier tiers. C'est là qu'ils ont pêché, parce qu'il y a cette erreur de Vitinha qui fait que tu ne peux pas transformer un bon déplacement en une occasion. Et aussi Verretou, par exemple, qui s'est bien déplacé là, mais son centre, il est trop long. Voilà, il passe au-dessus de tout le monde, et c'est dommage, parce qu'il y avait eu de la projection marseillaise. Et il y avait une opportunité, il y avait un espace véritablement qui s'était ouvert là. Les mauvais choix, le manque d'exécution technique, peut-être des changements un peu tardifs de notre ami Igor Tudor, parce que l'entrée de Matteo Guendouzi, on le voit ici, sa mobilité, son envie d'aller vers l'avant, sa verticalité, bah c'est ça qui amène le second but. Guendouzi et Dimitri Payet, les deux entrants, ils arrivent peut-être un poil tard, parce que Guendouzi met un bon ballon pour Rongier, qui met en retrait, Payet s'en saisit, très très bonne finition, entre les jambes de Brice Samba. Je trouvais que c'était très malin. Ça fait 2-1 et Marseille peut s'offrir un dernier espoir dans ce match pour recoller et pour reprendre la seconde place. Donc voilà, peut-être les changements un peu tardifs d'Igor Tudor, mais là, le manque de justesse technique dans le dernier tiers a fini par coûter cher. Typiquement là, c'est la dernière vraie situation de Marseille, hein. Il y aura 6 minutes de temps additionnel, 2 de plus ajoutés par rapport à ça. Mais ici, Nuno Tavares, ouais, c'est dommage, comme le disaient les commentateurs sur l'action. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire sur Jordan Verretou, qui est seul ici, qui a un bon pied droit. On l'a vu mettre notre ami Brice Samba en grande difficulté en première période. Alors que là, Nuno Tavares, qu'est-ce que tu cherches véritablement avec cette reprise pied gauche? Il y a 3 Lensois ici, à part essayer de trouver une main dans la surface sur une déviation, envoyer un missile sur une main, mais les Lensois étaient assez bien disciplinés là-dessus en plus, souvent les mains derrière le dos. D'ailleurs, je ne l'ai pas inclus, si j'ai mis la capture, mais elle est un peu trop lointaine, il n'y a pas main
sur l'arrêt de Brice Samba là, en première période, il n'y a pas main de Seko Fofana. On dirait, mais non, elle est totalement collée au corps. Je suis même pas sûr que ça touche. C'est pour ça que l'arbitre n'est pas revenu. Avant que vous me dites, il y avait main de Seko Fofana en première période, non, allez revoir les images, il n'y avait pas main. C'est l'action sur le gros arrêt de Brice Samba. Mais donc voilà, derrière, Clément Turpin ne laisse pas les 5 secondes supplémentaires qu'il avait visiblement promis d'accorder, parce qu'on parlait de 6 minutes de temps additionnel. Marseille n'en a pas une dernière, un peu frustré sur cette fin de match, mais Lens l'emporte. Très très belle célébration au coup de sifflet final. On laisse trop rarement, je trouve, les plans larges au coup de sifflet final. À une époque, j'avais préparé une vidéo dessus, je ne l'ai jamais sorti finalement, mais c'est un truc qui me frustre beaucoup. Alors que pourtant, c'est, je trouve, le truc le plus intéressant. Tu vois toute l'équipe qui est un peu en furie, des beaux trucs, plutôt que de mettre un gros plan sur un entraîneur qu'on voit mal, parce que tout le monde passe devant. Bref, belle célébration. Lens donc, qui prend la deuxième place, et il leur reste 4 matchs. Reims, la réception de Reims vendredi, déplacement à Lorient, réception d'Ajaccio, déplacement à Auxerre. C'est sans doute contre Reims que ça va être le plus compliqué. Attention à Lorient aussi, qui a battu Paris la semaine dernière. Mais Reims, le Reims de Will Steele, est-ce qu'ils ont battu Lille finalement Quand je regardais, ils étaient en train de battre Lille. Après, j'ai plus suivi. Mais ouais, c'est peut-être ça le match le plus compliqué. Sinon, ça a l'air quand même assez abordable pour Lens. Et Marseille, c'est un peu la même chose. Il y a 3 matchs très très abordables. Et le déplacement à Lille, par contre, plus compliqué celui-là. Donc voilà, maintenant Lens a 2 points d'avance sur l'Olympique de Marseille, 72-70. Une petite avance au goal average. Est-ce que Lens pourrait s'en sortir, même si Marseille gagne tous ses matchs, donc prend 12 points, et que Lens fait 3 victoires et un nul, donc prend 10 points, les deux seraient à 82, et là il faudrait regarder au goal average. Ça dépendrait des scores que fait Marseille sur la suite, parce que s'ils reviennent exactement au même nombre de goal average, Marseille a plus de buts marqués, donc a priori, il passerait devant. Voilà, peut-être que Lens peut même avoir un match nul sur sa série, donc sur leur série, donc ils sont en vraie position de force pour aller chercher cette deuxième place directement qualificative en Ligue des Champions. La troisième place pourrait aussi directement qualifier pour la Ligue des Champions si le vainqueur de l'Europa League se qualifie directement via son championnat. Et a priori, quand on voit la Roma, je crois que c'est un peu... ils ont perdu contre l'Inter ce week-end, donc ils ont un peu rétrogradé. Il y a juste la Juve pour l'instant, entre Leverkusen, Roma, Juve. J'ai oublié le 4e club qui est présent en demi-finale d'Europa League, Séville. Séville, c'est mort, donc c'est Leverkusen, ça a l'air compliqué. Donc a priori, il faudrait que la Juve gagne l'Europa League et ne reprenne pas les 15 points de pénalité derrière. Bref, j'ai peur que la 3e place, malheureusement, ne soit pas directement qualificative pour la Ligue des Champions. Et c'est dommage parce que la vérité, on a vu ce match, j'aimerais bien que les deux soient en Ligue des Champions l'année prochaine, pour avoir le plus de clubs français, mais honnêtement, les deux seraient capables de bien y figurer, et notamment Lens. Moi, je pense que Lens, première fois en Europe depuis 2007, première fois en Ligue des Champions s'il la joue depuis 2002, l'année où j'ai commencé à suivre le foot, 2002-2003. Mes premiers matchs au stade, c'était mon Olympique Lyonnais en Ligue des Champions, justement, contre Rosenborg, contre l'Inter de Milan. Et cette année-là, Lens jouait aussi la Ligue des Champions. Je crois qu'ils étaient en phase de groupe avec Deportivo La Corogne, peut-être l'AC Milan aussi, et une autre équipe que j'ai oubliée. Mais bref, ça remonte, 21 ans. Moi, je les ai jamais vus, du coup, de mes propres yeux, vraiment, en Ligue des Champions. Et bon, je pense qu'ils seraient capables de faire quelque chose de sympa. Honnêtement, il y a une belle équipe, il y a vraiment de beaux joueurs. On sait que Seko Fofana, a priori, il va rester, il a prolongé il n'y a pas longtemps. Donc, c'est une équipe qui semble être en capacité de conserver ses meilleurs joueurs. Si en plus, avec les ressources financières de la Ligue des Champions, ils se renforcent au mercato estival, avec leur style de jeu, leur envie, Bollaert, qui est un vrai atout. Honnêtement, je ne mettrais pas une pièce contre ce Lens qui sort de sa phase de groupe de Ligue des Champions, s'il se qualifie. Voilà, c'est peut-être l'envie qui parle, parce que c'est une belle équipe. Mais qu'est-ce que vous en pensez ? Parfois, c'est aussi ceux qui viennent de nulle part, comme ça, qui n'ont pas joué l'Europe depuis longtemps, qui ont moins ce bagage émotionnel, notamment. On sait que Marseille, en Ligue des Champions, c'est compliqué depuis plusieurs années, donc il y a une pression supplémentaire. Alors que Lens, peut-être la fraîcheur, ils peuvent réussir tout de suite un parcours assez sympathique. Pour notre Atalanta français, le fameux, ce serait assez cool. Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de ce match ? Au expected goal, c'était très serré, ça aurait pu faire un partout. Dans l'ensemble, c'était un match assez costaud. Lens l'emporte, Marseille aurait pu l'emporter, mais dans les deux cas, je crois que ça n'aurait pas été immérité. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Dites-moi tout ça en commentaire. Et on se retrouve très très vite pour la suite, demain, pour ma preview de Ligue des Champions, de ces demi-finales de Ligue des Champions. On va avoir une magnifique semaine. Prenez soin de vous et passez un bon dimanche. Bisous.